Donc, bienvenue à tous et nous espérons que vous avez passé un bel été. Heureux de de vous avoir avec nous aujourd'hui pour notre webinaire Microage parle technologie. Il s'agit du troisième webinaire de notre série de 3 sur la réduction des risques de cybersécurité avec une approche multicouche à la cybersécurité. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les couches données et entreprises. Nous ferons également un résumé à la fin du webinaire des trois, si on peut appeler des trois webinaires, la conversation qu'on a eue avec ces trois-là. En passant, si vous avez manqué les 2 premiers webinaires de notre série, je vais les mettre présent tout de suite. Je vais mettre l'enregistrement dans le chat. Donc, si vous voulez aller voir de quoi qu'on a discuté dans les 2 derniers, vous pouvez le faire. Mon nom est Maria Fiori. Je suis directeur des opérations ici à Microage. Je suis accompagnée aujourd'hui par Sergio Lima, directeur succès à la clientèle chez Microage. Bienvenue, Sergio. J'espère que toi aussi, tu as passé un Bonjour. bel été. Oui, bel été, bel été. Il a fait chaud, il n'a pas fait chaud, il y a eu beaucoup de pluie. En tout cas, ça dépend de la région, mais l'été s'en va. Mais tu as On est passé du prêt bon à... temps avec ta famille, tes Oui, enfants. certainement, Ça, c'est certainement. l'important. Oui, Parfait. oui. Donc, avant de débuter, quelques petites notes. Premièrement, tous les participants aujourd'hui sont en mode silence, comme vous le savez déjà, sans doute, pour principalement pour réduire le bruit de fond. On vous encourage de poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant l'onglet Questions de l'outil webinaire. Et ce webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter ou le partager avec des collègues qui pourraient en bénéficier. Du même coup, nous allons vous envoyer le lien vers le livre électronique que nous offrons aujourd'hui. Dernière petite chose, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de 3 questions pour recueillir vos commentaires sur le webinaire d'aujourd'hui et aussi ce que vous aimeriez avoir dans les futurs webinaires. Vos commentaires nous aideront à améliorer les prochains webinaires et nous vous remercions d'avance pour votre aide avec ça. Donc, avant de passer la parole à Sergio, que je vous promets depuis tantôt, je vais prendre une petite minute pour donner un bref aperçu de Microage. Donc, Microage est un fournisseur de services technologiques avec 38 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis 1981. Notre approche est simple et repose sur la compréhension de votre entreprise. Nous voulons comprendre vos opérations, vos objectifs, vos défis, vos opportunités, vos clients pour être en mesure de recommander et fournir les services et les solutions informatiques qui conviennent à vous et votre organisation. Voilà en quelques mots notre raison d'être. Donc, avec ça, Sergio, c'est à toi. Merci Finalement. beaucoup, Maria. Merci et bienvenue à tous à ce troisième session des couches de sécurité. Vous voyez, l'été est passé, je suis un peu plus calme, relax, mais c'est aussi, ça reflète le ton du la troisième session parce que ça devient très sérieux en ce moment-là. C'est les 2 couches qu'il faudrait vraiment mettre une emphase dessus en tant qu'entreprise, gestionnaire, propriétaire, CEO ou tout ce qui concerne la direction par rapport à votre entreprise parce que il faut être prêt pour évidemment si ou quand ou si vous faites partie d'une cyberattaque. Fait que c'est les 2 dernières couches, c'est les données et l'entreprise de tous les couches qu'on a passé à travers. Qui parlent principalement au niveau des sauvegardes, de récupération, la continuité des activités et surtout la cyber-résilience. En fait, la définition, c'est vraiment la vitesse et pas juste la vitesse, mais est-ce que vous êtes prête à revenir sur vos pas dans un événement d'un incident de cyberattaque ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment ça, cette concentration sur ces 2 dernières couches
qu'on va parler aujourd'hui. Donc, avant d'embarquer dans les couches, c'est sûr qu'on fait toujours un sommaire ou revue. Encore une fois, c'est des statistiques qu'on a présentées dans les 2 premières sessions. C'est vraiment la quantité des données collectées aujourd'hui sur les Canadiens est considérable. Fait que c'est pas des chiffres qu'on voit par rapport aux États-Unis, c'est vraiment canadien. Fait que ça fait juste augmenter avec les nouvelles technologies qui rentrent et c'est sûr que ça crée une multitude d'opportunités pour les criminels ou les cybercriminels qui cherchent à voler les informations personnelles ou corporatives ou quoi que ce soit. Le facteur qui joue dans ça aussi, c'est le travail hybride. Le travail depuis n'importe où, en fait, là, qui crée plus grande surface de menaces pour laquelle que les cybercriminels peuvent accéder aux réseaux, aux appareils des organisations, les individus, etc. C'est vraiment les réseaux d'entreprise s'intègrent de plus en plus dans les domiciles des employés, les espaces publics. Fait que les cybercriminels continuent très probablement à exploiter l'infrastructure de travail hybride et à cibler les réseaux domestiques et les appareils personnels des employés pour avoir accès à vos données entreprises. Fait que la tendance continue vers la connexion des appareils qui interagissent avec le monde physique, y compris le déploiement des appareils de l'Internet, les IoT qu'ils appellent. Ça élargit la surface des cybermenaces. Pourquoi? Parce que des fois, on n'y pense pas que ça peut être un vecteur d'attaque que les criminels vont utiliser. Fait que l'utilisation augmentera à mesure que le Canada adoptera pleinement la technologie du cellulaire du 5G aussi, évidemment. Mais en fait, le message, c'est vraiment que ça ne va pas baisser en termes de statistiques, ça c'est sûr. Fait dans les nouvelles données de Marsh, qui est un courtier d'assurance en assurance, la fréquence des ransomware est revenue après une brève période l'année dernière par rapport à 2021. Fait que les sinistres liés au ransomware ont augmenté de 77 au premier trimestre en 2023 par rapport au quatrième trimestre en 2022. Encore une fois, ça va juste augmenter de plus en plus. Ça continue d'être un facteur de risque important pour les organisations de toutes les tailles. Vous n'êtes pas à l'abri si vous êtes une taille de tel genre d'entreprise. Tout le monde est cible pour eux autres. En fait, la meilleure stratégie pour minimiser ce risque, c'est vraiment d'adopter une approche au niveau des couches, multicouches, cybersécurité, mettre le plus possible à installer ou configurer chez vous pour être prête si jamais quelque chose arrive. J'allais dire, Sergio, on a vu récemment aussi un rapport qui disait que parce que les rapports sont toujours un peu en retard, fait qu'ils prenaient le data de la plupart de ce data était en 2022, mais qu'est-ce qu'ils voyaient pas la première fois, mais qu'ils voyaient augmenter, mais cette année-là, c'était vraiment évident que les mêmes stratégies, les mêmes tactiques, les mêmes façons de faire des cybercriminels s'appliquaient à tous les différents niveaux d'entreprise, que ce soit les tout petits, que ce soit les géants. Ils utilisent les mêmes tactiques, ils font les mêmes choses, puis ils essayent peu importe. Là, il n'y a pas de cible qui est tout petit ou trop grand. Oui. Et depuis quelques années, ils n'ont pas changé de façon de vous attaquer parce que ça fonctionne en ce moment. C'est l'aspect, le parfum humain ou le manque de parfum humain, puis la sensibilisation, puis le vecteur par courriel, de cliquer sur quelque chose qui vous rend à une page qui vous laisse rentrer des données ou des informations. C'est la meilleure façon que les criminels peuvent utiliser en ce moment. Ça continue. Ça fait des années qu'ils utilisent le même principe, puis ils ont un succès avec. Fait que c'est ça. Fait qu'on on a vu dans les dernières sessions, on avait parlé du personnel, on avait parlé le périmètre, comment protéger à l'entrée, comment protéger, comment former vos employés, d'être un petit peu plus sensibilisés au niveau de les cybermenaces. Après ça, ben, on a parlé un petit peu des couches pour le réseau et les périphériques, les appareils, comment vous protéger à l'intérieur de votre environnement. Et aujourd'hui, on va parler au niveau des données, protéger vos données, s'assurer que vous êtes capable de récupérer d'un désastre.
si jamais ça arrive. Et en tant qu'entreprise, avoir un plan en place, si jamais quelque chose arrive, ben, on veut être prête pour faire les démarches étape par étape d'une façon structurée et non chaotique. En fait, c'est ça le but d'être prête ou d'avoir une réponse aux incidents. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on commence avec les données. La section données qui inclut sauvegarde, récupération, réplication. Chaque organisation, que ce soit du secteur privé, public, à but non lucratif, grande ou petite, là, on possède des données. Certaines d'entre elles sont sensibles, il y en a d'autres qui ne sont pas, certaines sont confidentielles, il y en a d'autres qui sont restreintes, il y a des données internes, il y a des données externes. Que ce soit la catégorie de laquelle qui sont classées, chaque organisation possède des données précieuses qui intéressent les cybercriminels. Pourquoi? Parce que ça leur rapporte de l'argent, évidemment. Fait que ces données-là doivent être à la fois protégées et on doit être capable de les récupérer en cas d'accès non autorisé ou en cas de désastre ou quoi que ce soit, corruption, vol, etc. Peu importe. Donc, ça s'applique aussi sur des données qui sont effacées et non si vous ne faites pas partie d'une cyberattaque, mais ça peut être simplement des données qui ont été effacées erronées ou par erreur ou quoi que ce soit. Donc, je commence à dire en ce moment, c'est si vous voulez mettre en place une structure au niveau de la cybersécurité, puis une protection, puis être capable de récupérer vos données, ne commencez pas avec un plan A, commencez avec un plan B. Puis B veut dire backup en anglicisme. Le plan B, pour moi, c'est assurez-vous d'avoir les données protégées, puis assurez-vous que vous êtes capable de récupérer ces données-là en cas de désastre. Pourquoi? Parce que ça peut être vraiment, souvent c'est votre dernier recours, puis c'est votre seul et unique plan. Si vous faites attaquer, puis on n'a aucun moyen de récupérer les serveurs, les systèmes, mais si on a au moins les données, tout le reste se fait graduellement, plus facilement que de dire j'ai plus de données. Fait que, je peux facilement monter des serveurs, des systèmes, mais si j'ai pas de données, je pense que ça va aller mal. Donc, la partie de récupération de la stratégie comprend un processus de sauvegarde, fiabilité et tout. Puis dans tout ça, ben, nous, on utilise le concept ou la norme ou la règle de ce qu'on appelle 3-2-1-1-0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, les 3 copies, il faut toujours avoir 3 copies de vos données en tout temps. Une copie est toujours, ça c'est la copie de vos données en production. Fait que vous travaillez sur vos données à chaque jour. Ça, c'est la copie, la première copie. Les 2 autres copies supplémentaires, fait que ça prend 3 copies. Les 2 copies supplémentaires qu'on voit dans le chiffre 2, ce sont 2 copies qu'on va effectuer sur 2 médias différents. Fait que ça peut être un disque dur externe, ça peut être un stockage réseau, ça peut être un cloud, mais ça prend absolument 2 copies sur 2 médias différents. Le prochain chiffre, c'est le 1. De vos 2 copies supplémentaires, il faut absolument avoir un hors site. Pourquoi? Ben, pour vous protéger en cas de feu ou panne ou quelque chose qui vous empêche d'aller chercher les informations à votre bureau. Mais ça prend cette copie-là qui est cloud, et pas juste cloud ou info nuagique, mais si vous avez un deuxième site, ben ça, c'est comme l'équivalent d'avoir accès à un autre site. C'est vraiment à l'extérieur de votre bureau. Et le 4e chiffre, qui est le Note 1, ben maintenant, ce qui arrive, c'est que si les criminels rentrent dans votre environnement, ça se peut qu'ils restent dans votre environnement sans que vous le sachiez. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de tranquillement effacer, arrêter des sessions de backup, infiltrer dans les backups. Fait que si vos données sont connectées, comme dans le 3.2.1, le numéro 1, la copie qui est hors site, il y a une réplication qui se fait. Mais si vos données au bureau sont infectées, ça va infecter vos données hors site. Donc, l'autre 1, c'est vraiment une copie hors ligne ou immuable. Je ne sais pas si on l'a marqué, ce mot-là. Des fois, c'est pas évident. Mais c'est un sauvegarde isolé du réseau, déconnecté, débranché de votre réseau, que vous faites de temps en temps. Ah oui, c'est marqué immuable, isolé du réseau ou immuable. Fait que c'est ça, le but, c'est vraiment d'avoir un sauvegarde qui n'est pas connecté à votre environnement,
ni votre connexion hors ligne en réplication. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les criminels aient accès à ces données-là. Et le dernier chiffre, c'est vraiment le 0 qui représente un facteur de 0 erreur quand on va effectuer un test de recouvrement. Et je dis quand, pas si. Vous devriez absolument faire ou effectuer des tests de recouvrement de données, snapshot, serveur. Faites des vérifications, des validations de vos données de temps en temps parce que c'est très important parce que quand le moment arrive de faire des restaurations de données, c'est toujours en temps de désastre, puis on ne peut pas se permettre d'avoir des erreurs dans les copies qu'on a faites. Oui, Donc, des voilà fichiers corruptés, corrompus ou des choses comme ça. Ouais. Exact. Souvent, on soupçonne que les données sont sauvegardées, on soupçonne qu'elles sont fonctionnelles, mais des fois non, pour différentes raisons. Donc, ça, Sergio, c'est le plan B. Oui. excuse-moi, il y a une question d'Alex qui demande c'est quoi la recommandation combien de fois qu'on devrait faire la vérification, mettons, dans une année, ou est-ce que c'est à chaque jour, à chaque mois, à chaque... Les données, si vous êtes capable de faire le test des données de récupération au moins une fois par mois, ça c'est génial. Mais on ne parle pas de, si vous avez 4 serveurs, je ne parle pas de faire une récupération au complet de tous vos 4 serveurs, les données au complet. Effectuez des tests de recouvrement de certaines choses sur différents serveurs de temps en temps, juste pour vous assurer si tout va bien. Bon, c'est sûr qu'on va toujours dire un vrai test DR qu'on appelle, un vrai test après sinistre, mettons. Il faudrait au moins effectuer ça une fois par année pour s'assurer qu'on est capable de se recouvrer, de recouvrer tous les données, puis de se remettre fonctionnel si jamais il y a quelque chose. Mais on va en parler un petit peu plus dans les prochains diapos, mais c'est vraiment safe. Au moins une fois par mois, faire les tests de données. Puis si vous pensez ou si vous identifiez que vos données SQL, ERP ou quoi que ce soit sont les plus critiques, bien, c'est sûr qu'il faudrait faire des tests là-dessus. Puis si on n'est pas capable de récupérer une partie de ça parce que c'est des bases de données, un système ERP qui fonctionne, puis on n'est pas capable de faire ça, mais c'est là il faudrait vraiment faire des tests de recouvrement au complet, d'essayer de juste s'assurer que vous êtes capable de ramener ce serveur-là ou les données au complet puis d'être fonctionnel si jamais quelque chose arrive. Bon, ça c'est, comme j'ai dit, ça c'était le plan B qui est quasiment le plan A, première étape. Plan B, mais première étape, on va appeler ça comme ça. La dernière couche, c'est vraiment l'entreprise. C'est la continuité des activités, continuité des affaires, la cyber-résilience, comment vous voulez l'appeler. C'est vraiment, ça implique d'avoir un plan pour permettre aux organisations de se remettre d'une situation dans un pire scénario, un plan de réponse aux incidents, etc. C'est quoi les éléments qu'on doit regarder? En fait, il faut effectuer, la première étape dans tout ça, c'est effectuer une évaluation des risques. C'est large comme phrase. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans une évaluation des risques. La première chose que je suggère, c'est de faire une évaluation des risques cybersécurité. Fait que essayez de voir un statut de votre environnement si vous êtes à risque, si vous êtes vulnérable. Il y a des entreprises qui font des analyses au niveau des risques cyber pour être capable de vous donner un rapport qui vous dit voici le plan de match, voici les actions à prendre pour vous protéger en premier pas. Et il y a aussi une évaluation des risques au niveau des données que vous avez. Donc, identifier les données. Mais je vais parler un petit peu plus de ça. Fait qu'on va passer à travers les points, effectuer une évaluation des risques, élaborer une politique de réponse aux incidents. Fait qu'il faut avoir quelque chose documenté. Si jamais quelque chose arrive, on sait, j'ai un document, on va suivre le document. Fait autrement dit, comment on appelle ça, un guide ou un guide d'utilisateur, quoi faire si jamais il y a quelque chose. Identifier et mettre en place l'équipe de réponse. Parce que quand un désastre va arriver, ça va être un peu chaotique. Puis des fois, on n'a pas toute l'équipe, on n'a pas les bonnes personnes et des fois, tout le monde va faire ce qu'il pense que c'est bon, mais des fois, ce n'est pas la bonne chose.
Et évidemment, si vous avez un politique ou documenté, puis on a identifié ces personnes-là, ben c'est sûr que ça prend un plan de communication si jamais quelque chose arrive. Et le dernier point, c'est vraiment l'éducation aux employés parce qu'il faut éduquer nos employés si jamais il y a un désastre, si jamais il y a quelque chose qui arrive. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les employés sont dans le noir et ils ne savent même pas quoi faire. Ça crée encore une fois au niveau le chaos pour les employés et on ne veut pas ça. Donc, on commence avec le premier, l'évaluation des risques. Identifiez tous vos équipements, vos actifs, identifiez tous vos données qui sont critiques. Je dis ça parce que vous avez peut-être plusieurs serveurs, mais il y a peut-être 2 sur ces serveurs-là qui sont critiques. Les autres, on peut les monter plus tard. Le but, quand on a un sinistre, quand on a un incident, surtout en cyber, c'est très rare qu'on est capable de monter le tout d'une shot. C'est pas très rare, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Fait que c'est un peu à la fois, dépendamment la criticalité, qu'est-ce qui est plus critique pour votre entreprise? Ben on va faire cet ordre-là. On va monter, exemple, une entreprise qui fait affaire par rapport au courriel. Leur business, c'est vraiment au niveau des courriels. Ben, il faut s'assurer que les courriels sont accessibles. Si vous utilisez un ERP, ben, ça veut dire qu'il faut monter le ERP. Ah, le ERP est connecté à un serveur SQL, est connecté à un domain controller, ça prend accès, ça prend peut-être une connexion à l'extérieur. Il y a des facteurs, il y a des dépendances sur peut-être d'autres systèmes. Il faut identifier vos systèmes qui sont critiques et ceux que vous voulez mettre en production ou fonctionnels ou récupérer en premier temps avant de dire je veux tout remonter aujourd'hui parce que ça serait presque impossible de monter. Pour prioriser, dans le fond. Exact, c'est ça. Puis ça, c'est un bon exercice, pas juste pour des cyberattaques, mais pour dans un événement qu'un serveur n'est plus fonctionnel, puis on a besoin de le remettre fonctionnel ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas juste quelque chose qu'on met en place à cause des cyberattaques, mais ça peut être très pratique pour d'autres choses. Bon, quand on a déterminé qu'est-ce qui est critique, les systèmes et tout, identifier tous les composantes, les utilisateurs, puis ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais les risques, puis identifier ce qui est critique, mais il faut aussi identifier les usagers qui sont critiques. Parce que si vous avez X nombre d'employés, mais dans un incident, ça se peut que ce n'est pas tout le monde qui va être capable de fonctionner pas la première journée, mais aussitôt que les systèmes deviennent fonctionnels, mais peut-être qu'il faudrait identifier certaines personnes clés on va commencer avec ces gens-là et ensuite on va passer aux prochaines personnes. Parce que, encore une fois, peut-être qu'on ne peut pas se permettre d'avoir tout le monde se connecter tout de suite parce qu'on n'est pas fonctionnel à 100%. Donc, formuler le politique de réponse aux incidents c'est sûr que ça prend les autorités, les personnes qui prennent des décisions. Ça prend des rôles. Qui est responsable de faire quoi? Les procédures, qui fait la communication, etc. Il faut vraiment établir votre politique. Il y a des firmes qui spécialisent dans ça. Ils peuvent sauter ça d'eau, ils peuvent sauter ça d'eau, dépendamment de ce que vous voulez avec eux autres, mais il y a beaucoup de compagnies qui font de formuler ou de créer une politique de réponse documentée pour vous qui va vous aider. Donc, dans ce politique, ça prend une équipe de réponse. C'est sûr que c'est une équipe avec des rôles spécifiques. Là, on a 1, 2, 3, 4, 6 points ici ou 6 types de personnes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 6 différentes personnes. Ça peut être 1, 2, 3 personnes qui ont plusieurs rôles, mais il faut établir les responsabilités, il faut établir les rôles. Pourquoi? Puis je le dis par expérience, quand un désastre arrive, quand on a un incident cyberattaque, ce qui va se passer, c'est souvent, on va dire le technicien, ça peut être un technicien chez vous, ça peut être un technicien chez nous. Le technicien commence à être sous la pression parce qu'il faut qu'il fasse le diagnostic, vérifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est infecté, est-ce qu'on a les données. Fait que le tech ou les techniciens commencent à travailler là-dessus.
par-dessus lui, ben, on a sûrement, parce qu'on a un incident cyber, il y a sûrement un assureur qui est là, qui veut savoir qu'est-ce qui se passe. L'assureur va impliquer une firme de sécurité qui va faire la validation de qu'est-ce qui se passe. Et ils veulent spécifiquement des étapes avant que vous remettiez des données en place, qui ont comme une procédure. En fait, eux autres, ils ont une procédure documentée au niveau de la réponse aux incidents. Il y a les propriétaires ou les gestionnaires alentour de ces personnes-là. Il y a beaucoup de personnes alentour de ces personnes techniques qui vont donner de la pression. Je veux ça, je veux ci, récupérer, fais telle affaire, fais telle affaire. Si on n'a personne qui va chapeauter ça, si on n'a personne qui connaît qui est responsable au niveau technique, ARH, l'expert au niveau de la communication, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de possiblement récupérer des données toujours infectées et le cercle vicieux qui va recommencer encore, puis vous ne sortirez jamais de cet événement-là. C'est important de suivre la procédure parce qu'il faut établir votre procédure, puis après ça, bien, tout le monde connaît son rôle ou sa responsabilité, puis il faut vraiment suivre ça. Mais aussi, Sergio, tu sais, si quelque chose arrive, là, tous les serveurs sont shut down, il n'y a pas personne qui travaille, tu ne peux pas rien faire, c'est la panique. C'est la panique. Tu vois pas clair. Tout le monde essaye de trouver une façon de te remettre sur place, sur les pattes, mais sans plan, ça devient très difficile parce que, comme tu dis, là, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, qui veulent des choses. Puis, Oui. tu sais, si tu n'as pas de plan, là, c'est l'enfer. Oui. Comme tu dis, le chaos. C'est C'est déjà ça. le chaos avec un plan, imagine sans plan. Et ça, c'est l'aspect humain. On ne peut pas éviter ça. C'est pour ça Ben non, qu'on met des c'est ça. choses documentées, claires pour tout le monde pour qu'ils puissent suivre, parce que c'est l'aspect humain. L'aspect humain du propriétaire va dire je vais essayer de trouver un bonhomme, si je peux. Là. Ça, c'est mon propriétaire je suis en train de travailler sur le système. Ça, c'est le propriétaire qui est en arrière de moi pour dire vite, 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 j'ai besoin de données, tout le monde est down, je ne peux pas fonctionner. Donc, le propriétaire va dire ça. Le technicien va dire qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider mon patron pour le rendre heureux. Je vais essayer de faire telle affaire. La compagnie d'assurance puis la cybersécurité, les spécialistes en sécurité vont dire non. Vous ne faites pas ça, vous faites de telle façon. Récupérez les données dans un endroit qui est safe, que nous, on puisse faire la validation de vos données avec nos outils pour s'assurer que tout est beau. Quand c'est beau, on va les mettre dans une autre zone, on va tester. Si tout fonctionne bien, on va le mettre en fonction. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs, puis il y a plusieurs personnes qui veulent voir dire, OK, non, je vais faire un raccourci pour que ça monte plus vite. On ne peut pas faire ça. Puis Puis sans dire la ouais, pression de la communication avec les clients. Les clients vont demander qu'est-ce qui se passe, comment c'est ça ça. je peux pas accéder à ton site web ou te passer une Ouais, commande ou peu importe. Tu sais, le monde des employés, il faut qu'ils soient payés. ouais. Là, eux autres disent, il y a d'autres. Je veux dire, c'est énorme, là. Oui. Fait que après ça, ben, c'est sûr qu'il y a une communication. Fait que quand on a déterminé la liste des personnes, les rôles qu'on veut mettre en place, évidemment, ça prend un plan de communication si jamais quelque chose arrive. S'il vous plaît, ne mettez pas votre plan de communication sur vos serveurs parce que si vos serveurs sont frappés, ben, vous n'avez aucun moyen d'aller chercher vos plans de communication puis votre document de procédure, comment répondre à un incident. Fait qu'il faudrait avoir une stratégie sur comment aller accéder à tout ça, puis faire la communication avec vos employés, avec les personnes qui seront impliquées dans l'incident, et ainsi que les employés qui seront affectés par cet incident-là. Le but vraiment du plan de communication, c'est vraiment de s'assurer. En fait, ça devient la personne expert ou conseiller en communication. Là. Ça peut être du monde chez vous, comme ça peut être du monde chez Microage, comme ça peut être un consultant externe que vous avez prêt à engager si jamais quelque chose arrive. Mais ça prend un certain genre de communication pour s'assurer qu'on est prêt si jamais quelque chose arrive. Très important. Encore une fois, la procédure au niveau de la réponse aux incidents, il faut que ça soit publié, puis il faut que tout le monde soit au courant. Et quand on a un employé qui quitte,
mettons, votre entreprise, mais cet employé faisait partie de votre équipe de réponse aux incidents, bien, ça prend la formation d'une nouvelle personne. Il faut l'éduquer parce qu'il faut qu'il soit à jour avec le reste du monde. Et la dernière chose, c'est vraiment au niveau des interventions des incidents, bien, il faut qu'on communique avec nos employés. Fait que c'est ça que le plan doit être revu régulièrement pour assurer qu'il est toujours pertinent par rapport à l'actuel de votre organisation. Encore une fois, on peut appliquer ça sur du cyber, les incidents de cyber, mais ça serait idéal d'avoir un plan d'éducation, plan de sinistre et d'éducation au niveau des employés sur peu importe ce qui arrive. Si jamais il y a un feu chez vous, ben, on veut quand même un plan en place pour qu'on se remette fonctionnel le plus vite possible. Fait que voilà, ça c'est le dernier des quelques points au niveau de la résilience ou essayer d'être prête au niveau de la réponse aux incidents. Donc, le message aujourd'hui, c'est vraiment les deux dernières couches concernent la reprise et la continuité des activités parce que il faut être prêt pour le pire, en fait. On peut pas dire, on peut plus se permettre de dire ça n'arrivera pas chez nous ou à moi parce que de plus en plus, on le voit. Et quand on le voit et il y a zéro procédure ou zéro communication en place, c'est bordélique. Puis je le dis honnêtement par expérience qu'on vit continuellement avec nos clients. Fait que, il faut être préparé pour le pire. Fait que si je peux faire un résumé au niveau des couches de cybersécurité, dans les premières sessions, vraiment au niveau du personnel, formation, sensibilisation au niveau de la cybersécurité. On ne veut pas se rendre vers la réponse aux incidents, la planification. On ne veut pas être dans le chaos, on ne veut pas être dans la phase 6, on va dire ça. On ne veut pas se mettre dans la couche 6. Puis comment qu'on va éviter ça? Ben, c'est de mettre toutes les autres couches en place le plus possible. La sensibilisation, l'hameçonnage, la formation aux employés, l'authentification VPN avec multifacteurs, que ce soit dans votre environnement, que ce soit sur vos applications infonuagiques, la gestion des mots de passe, une politique de mots de passe, la gestion de tous vos dispositifs. Assurez-vous que vous avez le contrôle et la gestion de tout équipement qui a une adresse IP dans votre environnement. Couche numéro 2, périmètre, évidemment, un pare-feu style UTM, qui est Unified Threat Management, un pare-feu de nouvelle génération qui est capable au moins d'empêcher certaines malfaiteurs de rentrer dans votre environnement. Si vous utilisez du Microsoft 365 ou autre système de courriel, mettez, s'il vous plaît, un filtrage anti-pourriel. La surveillance dark web est plus proactif que vraiment d'outils pour empêcher. C'est un outil qui vous permet d'avoir un rapport si jamais vos informations sont déjà publiées sur le dark web et qui possiblement risquent d'être achetées par un criminel et ensuite commencer les démarches pour essayer d'infiltrer chez vous. Effectuer les tests d'intrusion aussi. Si vous êtes capable d'investir dans une firme de sécurité qui est capable de faire les tests d'intrusion puis un test de vulnérabilité, ça serait vraiment génial. En fait, ça fait partie du 6e couche aussi, d'identifier vos données puis d'identifier vos risques parce que des fois, on laisse des portes ouvertes sans qu'on sache et c'est avec ces tests-là qu'on est capable de les voir et de corriger les trous. Donc, la 3e couche, c'est vraiment le réseau. Segmentation de votre environnement. Si vous avez un réseau sans fil, il faut s'assurer que le réseau sans fil est protégé avec un réseau interne, un réseau public. Peut-être si vous avez du monde qui rentre, des clients, des partenaires, quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il y ait accès à votre environnement interne. Un SIM SOC, c'est plus au niveau des opérations au niveau de la sécurité. Fait que ça, c'est plus si vous avez décidé que votre entreprise est assez critique, que vous avez besoin d'une surveillance accrue au niveau des
des attaques en temps réel, ben c'est là qu'un SIM et SOC vient en fonction. C'est peut-être quelque chose que vous devriez considérer si jamais vous voulez protéger à ce niveau-là. Quatrième couche, c'est les périphériques. Comme j'ai dit, il faut surveiller tous les alertes, il faut surveiller les équipements pour s'assurer qu'on est à jour. C'est principalement au niveau des mises à jour des dispositifs qu'on est à jour au niveau le pare-feu, les switches, les serveurs, les postes de travail, que tout est à jour au niveau des correctifs. Et de protéger vos ordinateurs avec un antivirus de nouvelle génération qui est le EDR, Endpoint Detection and Response. C'est sûr que si vous avez peut-être une crainte au niveau le vol de vos équipements, vous pouvez activer le cryptage des disques. Ça, c'est quelque chose qui est pratique si jamais vous avez beaucoup d'employés qui travaillent à distance ou sont sur la route. Et si jamais le portable est volé, ben, il n'y a aucun moyen d'aller chercher vos données parce que ça prend absolument différentes couches pour être capable de loguer sur votre ordinateur. J'avais mentionné l'analyse de vulnérabilité qui va des fois voir avec les tests d'intrusion. Et de plus en plus, ce que je vois en ce moment, c'est plus la sécurité du Zero Trust, qui est le concept sur les postes de travail, qui est le concept de empêcher tout, sauf si on pense que c'est quelque chose de bon, ben là, on va commencer à donner accès à certaines applications, accès à certaines données. Fait que c'est comme l'inverse de dire je vais accepter X nombre de pourcentage de trafic et je vais juste le surveiller. Le Zero Trust fait l'opposé. Ça fait, je vois ce qui est installé sur votre poste de travail. Là, je vais tout bloquer, puis je vais juste soupçonner que tout le monde qui essaie de faire quoi que ce soit en termes d'accès aux données est un malfaiteur. Si c'est bon, ben, ça se met sur une liste blanche. Et ça continue. Fait que ça, c'est le résumé des 4 premières couches qu'on avait faites dans les 2 autres sessions. Puis, évidemment, le 5 et le 6, on vient de passer aujourd'hui. Fait que sur ça, je passe la parole à Maria. Je veux juste réitérer ce que tu as dit aussi, Sergio, de les plans de recouvrement. Ou tu t'as dit, il faut mettre ça, il ne faut pas avoir ça sur le réseau. Il faut avoir des copies papier, comme dans bon vieux temps. Il va y avoir plusieurs copies avec plusieurs personnes. Fait que si jamais il arrive de quoi, la personne n'est pas rejoignable ou peu importe, ben c'est ça. Fait que quand on dit en cas d'urgence, briser la vitre, il y a comme un binder, comment on dit ça? Un cartable. Un cartable avec toutes les données, les informations que vous avez besoin pour mettre le plan en place. C'est bien important, là, comme tu dis, là, si c'est sur le réseau, bonne chance. Si votre mémoire est bonne, tant mieux, là, mais la plupart, tous les détails qui sont inclus dans ces plans-là, ça devient un peu difficile. J'ai ri par rapport à l'aspect d'avoir le boss en haut, mais en fait, j'aurais dû faire quelque chose comme ça. C'est comme quand un incident arrive, c'est vraiment pas drôle, mais c'est ça qui arrive. Là. Il y a du monde comme ça puis qui disent il faut le mettre en place, il faut recouvrir, fais ça vite, mais c'est l'opposé qu'il faut faire. Là. Ça prend un plan, puis il faut suivre le plan. Puis Valérie a raison, c'est ça que je dis. Là. Le plan, c'est bon d'en avoir une copie dans le bureau, mais c'est encore mieux d'en avoir, comme je vous dis, là, plusieurs copies, mais qui sont avec plusieurs personnes, mais qui ne sont pas au bureau, qui sont accessibles. Surtout si le plan, c'est ça, surtout si le plan est nommé réponse aux incidents, puis c'est sur le réseau, puis le criminel il est déjà dans votre réseau, c'est pas une chose qui va effacer. Mais même dans le bureau, peut-être que tu ne peux pas rentrer. Peut-être qu'il faut que ça soit hors site, là, dans le fond. Comme Valérie, tu as raison, c'est exactement ça. OK, excuse-moi, je voulais juste réitérer ce point-là. Fait que là, c'est ça. Fait que on a, comme je disais tantôt, un livre électronique gratuit à vous offrir. Le lien est là, mais je vais le mettre aussi dans le chat, fait que vous n'avez pas besoin de l'écrire. On va l'envoyer aussi avec notre courriel avec l'enregistrement, mais vous l'avez
dans le chat si vous voulez aller télécharger le livre électronique tout de suite. Donc, avec ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'outil questions. On est là pour ça. Mais sinon, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Encore là, on vous encourage de télécharger le livre électronique et contacter votre microage proche de chez vous là, pour toute question. Je vais voir. Valérie aussi mentionne quelque chose, ça n'a pas rapport nécessairement avec la discussion, mais on parlait de phishing, puis comment le monde a accès avec les courriels. Ce qu'elle dit, je vais lire là, c'est à titre d'information, informatique, information. J'ai vu cette semaine des courriels malveillants avec des codes QR à la place d'hyperliens. Fait que, tu sais, ça s'en vient de toutes sortes de façons. Fait que merci pour ça, Valérie. Ouais. C'est Je me suis fait dire que dans des restaurants, maintenant qu'ils utilisent des menus avec les codes QR sur la table, là, je me suis fait dire que des fois, je ne sais pas si peut-être au Canada ou aux États-Unis, qu'il y a des gens qui rentrent avec des stickers déjà de leur propre lien. Quand ils arrivent pour manger, il fait juste mettre un autre sticker de QR, puis la prochaine personne qui clique dessus, ça sera un site web qui ressemble à celle du restaurant, mais ça commence à installer plein de choses. J'ai toujours Ça un fait peu... peur. Oui, c'est ça. J'ai toujours un peu peur pour les QR. Là. Il me semble que c'est très facile de hacker ça, mettons. Ouais. Donc, je vais juste aller voir. Désolée, je regarde si jamais il y a d'autres questions. Moi, j'en vois pas. Fait que juste vous dire aussi que on vous donne rendez-vous pour notre prochain microage par la technologie le 12 octobre prochain. On aime cette sorte de webinaire. C'est un de nos préférés. Encore là, ça a rapport avec le phishing, avec l'hameçonnage. On apprend ça, apprenez à ne pas mordre l'hameçon. Et encore là, vous l'avez deviné, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous apprendre les façons de reconnaître les tentatives d'hameçonnage, que ce soit courriel, qu'on envoie beaucoup, mais de différentes façons. Et on vous donne la chance aussi de tester vos capacités de reconnaître des hameçonnages avec le jeu qu'on appelle hameçonnage et légitime. Fait que les invitations devraient être envoyées dans les prochaines semaines. Fait qu'on espère que vous pouvez vous joindre à nous et peut-être amener un ou deux collègues avec vous qui pourraient peut-être en tirer parti de cette présentation. Fait qu'avec ça, Sergio, tu voulais-tu dernière... C'est bon pour moi. Merci tout le monde d'être venu. Fait que, ouais, comme tu as dit, le mois prochain, c'est le mois de sécurité. Comment ils appellent ça, le mois de sécurité? De sensibilisation. De sensibilisation. Et moi, je pose la question, pourquoi c'est juste un mois? Parce que les cybercriminels n'attendent pas au mois d'octobre pour vous attaquer. Là, ils vous attaquent en tout temps. Fait qu'il faut penser cybersécurité en tout temps. C'est ça. Mais oui, il y a plus... il y a plus de discussions par rapport à la cybersécurité au mois d'octobre, mais il faut toujours en penser. C'est ça, exactement. Donc, encore une fois, merci à toi, Sergio, et merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Et avec ça, passez une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée.